bien, je vous propose de démarrer donc le sujet de cet atelier, les plateformes de traçabilité et de visibilité supply chain. Donc, on va parler de ce sujet et aborder différentes configurations pour différents usages pour ce type de plateforme. Je suis Jean-Pierre Mouly, donc Consulting Group ZS. Je m'occupe tout particulièrement de nos solutions de traçabilité et de visibilité pour l'Europe. Un mot rapide sur ZS. Donc ZS, c'est une division du groupe Panasonic. Nous sommes en Europe à peu près 1200 personnes. Nous avons deux divisions principales, l'une que nous appelons Goods ID, donc qui est une division dédiée au suivi des biens, des marchandises, et une division People ID qui, elle, s'intéresse au suivi des personnes avec la production de documents du type passeport, carte d'identité, etc. Donc là, on va rester du côté Goods ID, du côté des marchandises et du côté de la traçabilité, de la visibilité et des plateformes permettant de réaliser au mieux ce type de besoin. Un mot sur nos solutions. Nous sommes des experts en technologie d'identification automatique, donc tout ce qui rassemble les technologies code barre, RFID, synthèse et reconnaissance vocale, capteurs IoT, etc. Et nous fournissons tous les matériels et équipements qui permettent d'exploiter ce type de technologie. À partir de ces technologies, nous proposons des solutions d'exécution le long de la supply chain avec les produits logiciels tels que ZS Atlas, Medea, Chronos, Ares et Adena, donc ces solutions étant dédiées à l'exécution au niveau packaging fin de ligne, au niveau logistique et exécution, au niveau preuve de livraison, au niveau field force automation et au niveau du suivi en magasin des produits. À partir de là, et ça va être le sujet de cet atelier, nous sommes éditeurs de solutions de plateformes permettant de conserver, rassembler l'ensemble des événements métiers le long de la supply chain et puis ensuite pouvoir les redélivrer selon on parle de différentes perspectives en fonction de ses besoins. Ça peut être le besoin de suivre la préparation de commandes ou avoir plus de visibilité sur le transport ou avoir de la traçabilité sur les biens, suivre ses assets au sens rôle par exemple, returnable assets, donner de la visibilité au client final, etc. Et puis des solutions dédiées aux directives qui peuvent s'imposer dans certains métiers. Voilà, donc nous proposons donc par cette offre des solutions de traçabilité de bout en bout, permettant de vous fournir l'ensemble de ces solutions et pour répondre soit à des besoins propres, internes, par exemple de protection de la marque, soit des solutions permettant d'entrer en conformité avec des directives réglementaires. Nous avons eu par le passé à le faire pour nos clients, par exemple pour les réglementations qui se sont imposées aux fabricants d'explosifs en Europe, on parle d'explosifs civils. Et puis, certains d'entre vous ont peut-être effectivement été concernés ou entendu parler de directives qui se sont imposées à la chaîne pharmaceutique avec la norme FMD, et puis au tabac avec la norme TPD, etc., et puis à l'agroscience avec la norme Cristal. Donc, on peut fournir ainsi donc, des solutions de bout en bout permettant de tracer l'ensemble de la supply chain et en même temps d'être conforme et d'être en conformité avec les directives réglementaires. Alors, abordons donc ces questions de code d'information, de traçabilité et de visibilité. Pour tenter une définition de ce type de plateforme, en général, ces plateformes sont nourries d'informations par des solutions de terrain qui vont collecter un certain nombre d'informations le long de la supply chain, en production, en commençant par la production, et puis le packaging en fin de ligne de fabrication,
Et puis des solutions qui vont tout le long de la logistique, entre différents acteurs, aux différents sites, remonter des informations du terrain sur l'échange de produits d'unités logistiques, pouvant être complétées aussi par différents types de capteurs IoT qui vont là aussi récupérer des informations sur ces différentes ressources et ces différents événements métiers pour les remonter sur une base d'informations track and trace et visibilité. L'objectif consistant à agréger ces informations et ensuite de pouvoir les redélivrer à un certain nombre d'utilisateurs ou de clients de ces informations. Et il peut y en avoir de différentes natures. Ça peut être envoyer une partie de ces informations à des hubs de directives nationales ou européennes qui demandent à ce que ces informations lui soient remontées. Ça peut être bien sûr vos équipes internes qui ont besoin pour différentes équipes telles que la qualité, la sécurité ou les équipes commerciales ou les équipes supply chain qui ont besoin d'avoir une information au plus tôt, temps réel et une visibilité sur l'activité en train de se passer et pour vérifier qu'elle se passe conformément à ce qu'il était prévu. Et puis ça peut être aussi des partenaires. Vous pouvez être en fait opérateur d'un hub d'information globale autour duquel vous allez rassembler certains de vos partenaires, vos sous-traitants, vos distributeurs, vos grossistes, etc. Donc, de manière à ce que chacun joue son rôle dans la remontée d'informations, permettant à l'ensemble de cette chaîne de pouvoir contrôler son activité et avoir une meilleure visibilité le long de cette chaîne. Et puis au final, le consommateur final peut et demande de plus en plus à être informé sur l'origine de son produit, l'origine des composants qui ont servi à fabriquer son produit, le fait que ce produit est bien authentique, etc. Donc ça fait beaucoup d'acteurs différents qui vont recouper et composer et avoir besoin d'une composition de ces informations en fonction de leur centre d'intérêt et en fonction de différentes perspectives que l'on va pouvoir sortir de ce volume d'informations remontées du terrain. Alors, on va parler en fait de différents modèles de plateformes de traçabilité en fonction de, là aussi, donc, des centres d'intérêt ou des objectifs de chaque projet. Premièrement, donc, on comprend bien que sur les supply chains modernes aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on fait partie d'une chaîne entre le fabricant, le grossiste, le distributeur, les magasins. Et ces différents acteurs du même supply chain ont tout intérêt à pouvoir s'échanger ou partager des identifiants, identifiant ces ressources. Ça peut être un numéro de série sur un produit, ça peut être un ID sur un carton ou sur une palette, ça peut être le suivi d'un numéro de commande, etc. Tout ça, c'est autant de ressources qui ont un numéro, un identifiant, et ces différentes ressources vont subir, entre guillemets, des événements métiers. La préparation du commande, l'expédition d'un carton, d'une palette, la réception de cette palette, ensuite la fabrication d'un produit, le marquage de ce produit, etc. Donc, tout ça, représente autant d'identifiants de ressources auxquels on va accrocher des événements métiers. Ces plateformes peuvent être donc conçues selon différents modèles. On peut avoir un modèle en silo où en fait chaque acteur de cette supply chain va conserver à son niveau un certain nombre d'informations, les informations qu'elle a, elle, créées, mais les garder par devers elle, et ensuite ne répondre aux sollicitations des autres acteurs de la supply chain que sur demande spécifique, portant sur un ID, au sens un identifiant d'un produit ou d'un colis ou d'une palette ou l'avancée d'une commande, etc. Donc chacun garde ces informations par devers soi et ne les communique au goutte à goutte sur demande des autres acteurs. On peut être en silo, mais avec un effet collaboratif, c'est-à-dire qu'on va passer un témoin en fait au suivant dans la chaîne. C'est ce que l'on fait par exemple lorsqu'on envoie au prochain dans la chaîne logistique un fichier du type SADV ou ce qu'on appelle aussi Advanced Shipping Notice, un fichier qui décrit en fait un chargement
permettant au suivant de savoir à quoi s'attendre pour la prochaine livraison qu'il va réceptionner. Et puis, et ça va être plutôt l'objet de cet atelier, on va parler de modèles centralisés, où, dans ce cas-là, un acteur de cette chaîne, en général, c'est soit le fabricant en début de chaîne, soit ça peut être aussi un distributeur global au milieu de la chaîne qui a plusieurs fournisseurs, plusieurs fabricants, et puis ensuite en aval à plusieurs clients ou plusieurs distributeurs aux clients, et lui va centraliser à son niveau des informations issues de ces différents acteurs de manière à constituer une base globale lui permettant de répondre et lui permettant de maîtriser et mettre sous contrôle ses appros qui viennent de l'amont et sa diffusion vers l'aval. Et puis on trouve aussi des systèmes un petit peu mixtes, à la fois centralisés et collaboratifs, où une partie des informations sont centralisées et l'autre est plutôt partagée, poussée sur la chaîne. Voilà, ça fait différents modèles pour ce type de plateforme. On va se concentrer en particulier sur le modèle centralisé, qui est un modèle qui est de plus en plus adopté par certains gros acteurs d'une supply chain pour mettre sous contrôle l'amont et l'aval de leur supply chain. À partir de ces modèles, et si on prend un modèle centralisé, il peut y avoir ce qu'on appelle différentes configurations, différents setups. Un premier setup est ce qu'on appelle le setup authentification. L'objectif dans ce setup est que l'acteur principal, en l'occurrence ici le fabricant, disposant de cette plateforme de traçabilité, va souhaiter marquer ses produits de manière à ce qu'ils puissent être authentifiables et qu'ils puissent être validés comme étant effectivement authentiques au niveau du client ou au niveau d'inspecteurs, ses propres inspecteurs qui peuvent être dépêchés dans les points de vente pour vérifier qu'il s'agit bien de ces produits et non pas de produits fake ou de marché gris, marché noir, etc. Donc ils peuvent vérifier ainsi le fait que le produit est bien authentique d'une part et qu'il a le droit, entre guillemets, de se trouver là où il se trouve. Donc vérifiant ainsi que le flux s'est comporté de manière conforme à ce qu'il était prévu dans la diffusion vers les magasins ou les différents pays. À partir de là, donc on emploie différents moyens d'apporter une authentification basée sur un marquage comportant des différentes technologies permettant de valider et vérifier cette authentification. Je pense à certains de nos clients, en particulier dans le luxe, qui ont intégré dans leurs produits unitaires un marquage sérialisé qui comporte des moyens d'authentification de cette nature-là, ou qui peuvent être aussi des moyens du type tag ou puce NFC ou RFID, permettant en l'occurrence à leur point de vente final de vérifier qu'un produit qui leur est ramené correspond bien à un de leurs produits vraiment authentiques et non pas à une copie. Voilà typiquement le genre de choses que l'on peut maîtriser comme ça lorsque l'on fait ce type d'authentification. Dans ce cas-là, donc on va en fait activer le produit, l'authentifier au niveau des unités de fabrication, puis conserver ces informations pour qu'ils puissent être ensuite interrogés soit par un inspecteur, soit par un client final qui pourrait l'authentifier sur la base du contexte du code lui-même, lui permettant avec son smartphone de lire le code, d'accéder à une page web et de récupérer des informations et lui permettant de vérifier que ce produit est connu, il est authentique et il a le droit de se trouver là où il se trouve. Dans ce cas-là, donc vous voyez que dans ce type de setup, on va surtout collecter des informations au niveau des unités de fabrication, les conserver pour ensuite pouvoir être interrogé au tiers par tiers par un inspecteur ou un client final. Ça, c'est un premier setup utilisé par ce type de plateforme. On a un deuxième setup qui a véritablement un setup de traçabilité, où là, le marquage qui va être fait au niveau des unités de fabrication permet d'apposer un numéro de série, par exemple, sur un produit unitaire, apposer en même temps aussi d'autres informations du type code produit, du type date d'expiration, du type numéro de lot, etc. On va activer ce produit au sens où on va effectivement le rendre disponible pour le marché
est marqué en fait avec ce code. Et puis tout le long de la chaîne, les acteurs vont participer au jeu de la traçabilité en remontant sur la plateforme de traçabilité des informations de suivi du type, typiquement du type réception, expédition. Hein. Entre les deux, il peut y avoir aussi des repackings, hein, un certain nombre de travaux complémentaires consistant par exemple pour un grossiste à ouvrir une palette, piquer quelques cartons dessus et recréer une palette d'expédition pour l'envoyer au suivant, etc. Donc on parle de unpack, repack hein, avant de faire un dispatch. Ces informations étant remontées de manière à ce qu'on ne perde pas le fil de la traçabilité tout au long de cette supply chain jusqu'à arriver au magasin de vente. Avec là aussi le moyen pour des inspecteurs de contrôler à toute étape de la supply chain si ce produit est bien conformément là où il était censé être et diffusé, là où il est censé être diffusé. Voilà, donc il y a dans ce type de plateforme de traçabilité le besoin de savoir piloter aussi ce qu'on appelle les agrégations, hein, mettre un item dans un carton, une palette et garder ces liens entre palette, carton et item. Ce type de plateforme peut être centré sur le propriétaire de la marque, hein, mais la plateforme peut être aussi proposée par le distributeur au milieu de la chaîne qui peut avoir différents grossistes, différents fabricants en amont et puis différents magasins en aval. Hein. Donc c'est lui à ce moment-là qui met en œuvre cette plateforme et qui maintient ces liens et qui demande à chacun de ses partenaires de participer au jeu de la traçabilité. Un troisième cas de figure, c'est un cas où en fait il s'agit d'un tiers. Cette base d'information est possédée et maintenue par un tiers, un régulateur par exemple, hein, le régulateur européen par exemple qui souhaite conserver trace de la diffusion de produits au sein de la supply chain. C'est le cas par exemple avec les directives qui se sont passées au niveau de l'industrie du tabac. Aujourd'hui, chaque paquet de cigarettes a un numéro de série unique sur chaque paquet et le régulateur européen est capable de suivre et tracer le chemin logistique de chaque paquet jusqu'au premier point de vente magasin. Là aussi, lui permettant donc à son niveau de lutter contre la contrefaçon, la contrebande, les marchés gris, etc. Donc l'ensemble de la chaîne tabac est ainsi régulé par le régulateur européen. Et nous proposons des plateformes à ces différents acteurs, leur permettant de remonter sur une méta-plateforme européenne l'ensemble de ces informations. Voilà un autre type de setup, c'est la fameuse Customer Transparency, donc apporter de la transparence aux clients. Là aussi, l'objectif est de collecter un certain nombre d'informations, par exemple, l'origine des matières premières ayant servi à la composition de son produit pour lui permettre d'avoir plus d'informations sur le produit que ce consommateur a entre les mains. Ça peut être aussi des documents, par exemple des documents CITES, je pense à nos clients qui est un grand maroquinier de luxe, qui a permis à ses clients d'accéder comme ça à différents documents légaux qu'ils doivent pouvoir fournir sur l'usage, par exemple, de peau d'alligator, en l'occurrence, si je prends l'exemple de ce maroquinier. Donc là aussi, on apporte ainsi de la transparence aux clients. Et ce qui n'est pas négligeable pour le fabricant, c'est que au-delà du flux logistique en aval, il peut ainsi reprendre contact directement avec son client final, qui sinon se trouve un petit peu disparaître derrière les épaules de l'ensemble des grossistes distributeurs qui se trouvent insérés entre lui, le fabricant, et son client final. Donc, ça lui permet de nouveau de recréer du lien avec son client final et lui permettre à son client final d'être mieux informé sur son produit. Voilà un autre type de setup. Et puis un dernier setup qui est ce qu'on appelle un setup marché dans lequel on va plutôt jouer sur l'objectif de vérifier que le produit qui, à un instant T, est ce qu'on appelle commissionné, c'est-à-dire rendu disponible pour le marché, vérifier qu'il est toujours disponible et puis à un moment donné,
à une certaine étape, il peut y avoir différentes situations qui font qu'il va falloir décommissionner le marché pour le rendre indisponible pour l'utilisateur. Hein. Et c'est typiquement ce type de setup que l'on a mis en place pour l'industrie pharmaceutique. Chaque boîte de médicaments aujourd'hui en Europe possède là aussi un numéro unique et subit cette notion de commission-décommission en fait. Hein. Le produit est commissionné par le fabricant, le détenteur du produit, hein, de la marque, et puis tout au long de la chaîne, un grossiste, un distributeur, où au final, l'hôpital ou l'officine va décommissionner le produit au moment où ce produit ou ce médicament est dispensé au client, de manière à ce qu'il ne puisse plus réapparaître de manière sous forme d'un produit illégal à un autre endroit. Donc partout en Europe, hein, l'objectif est que l'hôpital ou le pharmacien puisse décommissionner ce produit, donc le retirer du marché. C'est ce qui va se passer aussi si ces produits sont exportés hors Europe. Là aussi, on va les décommissionner pour empêcher à ce qu'ils réapparaissent en Europe de manière indue. Donc là aussi, cette base, à ce moment-là, cette plateforme est possédée par le législateur, hein, en l'occurrence l'Europe, et chaque acteur, fabricant, grossiste ou hôpital, va jouer le jeu de la décommission du produit de manière à mettre sous contrôle l'ensemble de la chaîne pharma. Donc voilà, l'ensemble de ces setups sont différentes manières, différents usages que va permettre d'adresser ce type de plateforme de traçabilité. Alors bien sûr, nos clients, et c'est effectivement déjà le cas, ont pu à un moment donné travailler sur un setup et puis au final augmenter la capacité de cette plateforme pour avoir à la fois un setup authentification, plus track and trace, plus transparence. Donc, au bout du bout, on peut très bien avoir une plateforme qui, pour un premier objectif, va ensuite être enrichie de manière à atteindre différents autres objectifs. Par exemple, ici, pouvoir, dans le même temps, fournir des informations au client final et aussi mettre sous contrôle l'ensemble de sa chaîne de traçabilité pour pouvoir au mieux la contrôler et au mieux, par exemple, opérer et maîtriser des campagnes de rappel, par exemple, sur un produit. Un des sujets que on va voir un peu plus tard au cours de cet atelier. Donc, une même plateforme peut récupérer différentes natures d'informations pour les proposer selon ces différents setups, authentification, track and trace, transparence, aux différents acteurs, aux différentes équipes, au législateur, au client final, en fonction des informations, de ses besoins, en fonction de ses besoins d'information. Si on fait un petit zoom sur la partie track and trace, donc il faut se représenter cette plateforme sous forme d'un environnement en général qui se trouve dans le cloud pour qu'il puisse être accessible par différents acteurs. L'objectif étant que chacun, en commençant par un site de fabrication, puisse collecter des événements métiers tels que la réception de matières premières, puis le marquage des produits ou des unités logistiques, l'allégation en unités logistiques qui est carton, palette, puis une partie stockage, puis des préparations de commandes, un dispatch. L'ensemble constitue autant d'événements métiers qui sont associés, liés à autant de ressources du type item, carton, palette. Et ces événements, sous forme de messages, sont dirigés vers la plateforme pour y être conservés et mis en perspective en fonction des besoins. Puis la chaîne se déroule avec le grossiste qui va, lui, de son côté, remonter la réception, les reworks du type unpack, repack, les préparations, les dispatchs, etc., le distributeur, jusqu'au point de vente. Et on se trouve à la fin du chemin avec l'ensemble de l'histoire pour un produit donné, pour un item ou pour un carton qu'il a subi tout le long de cette chaîne jusqu'à disparaître entre les mains d'un client et sortir de la chaîne logistique. Avec ces informations, donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on peut aussi, le long de cette chaîne,
utiliser ces informations pour inspecter tout le long de cette chaîne si l'ensemble s'est déroulé de manière conforme. Et puis, de l'autre côté, on peut fournir un portail sous forme de portail marketing au client final qui va lui permettre de récupérer ces informations à la lecture d'un QR code, par exemple, qui se trouverait être posé sur le produit ou sur son emballage. Pour faire un petit focus aussi sur le client final, il y a une technologie et un standard que nous trouvons extrêmement intéressant d'utiliser aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le standard GS1 Digital Link, mais qui peut aussi être une solution à base de QR code spécifique avec un URL. Mais l'objectif, en fait, ici, est de disposer d'un codage sous forme d'un QR code intégrant, en fait, un URL Internet, permettant donc de disposer d'un code utilisable le long de la supply chain, avec les applications dédiées de la supply chain, mais aussi utilisable par un smartphone d'un client lambda, entre guillemets, utilisant juste son smartphone grand public pour lire ce code et être dirigé à la lecture de ce code vers une page web donnant un certain nombre d'informations, celles que vous aurez décidé de rendre disponibles et transparentes et visibles aux clients. Ça se présente comme ça. Donc, en fait, ce code, à l'intérieur de ce code, il y a exactement une URL, en fait. Dans cette URL, il y a aussi des informations utilisables par la supply chain, par les applications dédiées. Par exemple, on voit ici un GTIM, un code produit. Ici, un numéro de lot. Donc, les applications métiers, qui sont des applications de terrain, sont capables, à la lecture de ce code, d'en extraire des informations métiers, telles que le GTIM ou le lot. Mais le smartphone d'un client final pourra, avec ce même code, se brancher sur cette URL et récupérer une page web sur laquelle il peut voir, par exemple, ce type d'information et avoir une information du type origine, du type garantie, du type, voire plus d'informations en fonction de ce que permet le portail marketing auquel il accède par la lecture de ce code. Voilà donc pour une première partie qui voulait vous proposer de voir ces différentes alternatives, ces différents modèles et ces différents setups de ce type de plateforme. Donc les plateformes ici, avec les systèmes sur le terrain permettant de remonter ces informations et puis éventuellement le cas de figure où, en complément, on doit reporter vers une directive légale une partie de ces informations. Alors, si on ouvre un peu plus ce que contient ce type de plateforme, on va faire un focus sur ce qu'on appelle chez nous la partie Zeus. Et là, j'ai parlé en fait de différentes perspectives. L'objectif, c'est que toutes ces informations sont des informations brutes qui remontent du terrain. Par exemple, un code carton avec une information indiquant que ce carton a été expédié à tel moment vers telle destination, depuis tel site. Voilà, ça c'est une information un peu brute, un peu crue, et qu'il va falloir mettre en perspective de manière à fournir quelque chose d'utile et d'intéressant pour les utilisateurs de cette information. Et là, notre manière de proposer ça au sein de ces plateformes est de découper en fait ces informations et de les agréger selon différentes perspectives, ce qu'on appelle ces différentes solutions ZS-Zeus, avec le suivi de la préparation de commandes, ou la traçabilité de biens, ou le tracking d'assets, ou la consumer transparency, etc. Voilà, ces plateformes, donc Zeus, vont proposer, sous forme d'un portail web, d'agréger, de présenter ces informations sous forme d'une part d'un dashboard global, général, qui permet d'avoir une vision résumée de la situation, de la supply chain, et puis de manière plus détaillée, proposer des écrans pour chacun de ces acteurs en fonction de ces centres d'intérêt. L'objectif est d'unifier ces données, puis ensuite de les présenter selon différentes perspectives. Alors ces perspectives, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. On peut être intéressé à l'état des approvisionnements, à la fabrication des produits, au flux d'expédition, de réception,
au service d'une destination finale, à l'activité transport, l'activité de distribution au sens large, etc. C'est en ce sens que l'on parle de perspective. Il s'agit comme, entre guillemets, d'une sorte de diamant ou métacube que l'on va couper selon différentes sections de manière à présenter ces informations selon différentes perspectives. Voilà des exemples de telles perspectives. On peut centrer en fait l'information sur le suivi de commandes. Une commande commence par être émise avec un certain nombre d'attendus. On s'attend à recevoir les produits sous référence telle quantité à telle date, et on va suivre en fonction de ces prérequis, de cet attendu, comment se passe le servi de cette commande. Et pour servir cette commande, on a besoin d'agréger des produits, les expédier peut-être vers un hub qui va les éclater vers un autre site, puis ensuite atteindre le client final. Donc l'objectif est de mettre sous contrôle l'ensemble de cette chaîne afin de servir la commande. Et puis on peut avoir une perspective orientée plutôt traçabilité des produits, où là on va recueillir un certain nombre d'informations sur ces produits pour être capable ensuite de remonter cette chaîne et faire, par exemple, de manière maîtrisée des rappels sur ces produits. On peut souhaiter avoir plus d'informations sur l'activité transport entre les sites, des informations sur les assets utilisés et échangés entre les sites, et puis proposer des informations pour le client. Voilà, on parlera de reverse et de forward. Dans ce cas-là, la traçabilité est plutôt axée sur qu'est-ce qui s'est passé, où on en est, alors que le forward est plutôt axé sur le présent et ce qui est prévu dans le futur, de manière à faire ce qu'on appelle de mise sous contrôle OTIF, on time in full en anglais, donc s'assurer que tout se passe à temps et de manière complète et en qualité, et puis s'assurer de la disponibilité sur les étagères, on chef availability. Voilà, l'objectif, c'est donc de casser ces silos entre ces différents acteurs et de partager ces informations. Je vais un peu plus vite sur ces slides. Voilà, là aussi, pour montrer l'effet de ces plateformes où on peut atteindre certains objectifs, mettre sous contrôle les retards ou les écarts de commande, les écarts de température, et puis pouvoir faire grandir ces plateformes pour apporter plus d'informations sur les rappels produits, sur le suivi des assets, etc. Donc on peut commencer petit, entre guillemets, et puis faire grandir sa plateforme de manière à atteindre différents objectifs. Intégrer aussi dans ces plateformes, par exemple, des objets IoT pour relever de température, ou suivre sur des maps, sur des cartes l'activité en train de se réaliser. Bon, ça c'est bien, avoir des informations. Ce qui est mieux, c'est d'être alerté en fait. Et là, on va parler de 3 notions qui sont en fait les notions d'attendu, de prévu et de réel en fait. On voit par exemple ici que ça c'est ce qui était le plan, c'est ce qui était attendu, et puis au réel on s'aperçoit ici que un camion est parti en retard, et l'objectif, et ce que permet de faire ces plateformes, c'est en mettant en perspective et en comparant l'attendu avec le réel, pouvoir lever des alertes sur l'activité et permettre ensuite à le reste de la supply chain en aval de se préparer et d'être prévenu plus tôt pour pouvoir réagir et redresser la barre en fonction de ces alertes qu'elle peut recevoir. Alors, un exemple sur l'order visibility. Excusez-moi, je regarde le temps qui passe, il ne me reste plus beaucoup de temps. Voilà un exemple, en fait, vous voyez ici une plateforme dans laquelle on va pouvoir interroger le suivi d'expédition et récupérer sur ces écrans des informations sur l'attendu et sur le réel, permettant aux équipes de se rendre compte si tout ça se déroule selon le plan. Voilà, ici on voit effectivement des informations sur quand le produit a été scanné en réception, puis quand il a été scanné en expédition, permettant de suivre dans le temps le suivi de ces expéditions. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir une vision sur ces écarts en quantité, en valeur ou en date, entre l'attendu au titre de la commande, le prévu au titre de celui qui a expédié cette commande sous forme d'un dispatch buy, sous un SN, et puis le réel, c'est-à-dire ce que va effectivement constater le réceptionnaire à l'arrivée du produit chez lui.
Voilà, donc c'est ce type de tableau de bord et d'écran que l'on peut proposer pour vérifier et avoir des alertes sur l'activité. Voilà, par exemple, un extrait d'une table qui donne aussi des écarts en quantité sur ce qui est en manque ou ce qui est en trop. Et puis avoir en surligné rouge, en fait, le produit qui est impacté par ces écarts. Jean-Pierre, oui. Je voulais juste vous signaler qu'on est à 9 minutes de la fin. Vous commencez à avoir quelques questions, donc n'oubliez pas le petit temps pour les questions-réponses. D'accord. Voilà, très bien, merci. Je garde 3 minutes. Je vais peut-être aller un peu plus vite, parce que je pense que l'essentiel était... Ensuite, c'est simplement quelques exemples d'écran que je voulais passer. Donc, je vais garder encore 3 minutes, et puis ensuite viendra le tour des questions. Voilà, parce que je pense que comme il y a les petites questions, les internautes vont y répondre. Je vous laisse reprendre. À tout de suite. Merci. Voilà un autre type de vue sur la partie plus Goods Traceability. On voit effectivement des ressources type palette. Là, on voit des palettes. Et puis, ce qu'ils contiennent en termes de détails produits, mais aussi en termes de détails sérialisés, les numéros de série des cartons, voire les numéros de série en poupée rouge comme ça. Si on descend au tréfonds de la palette, palette carton item, on peut avoir récupéré et pouvoir réafficher donc les numéros de série de chaque item contenu dans chaque carton, dans chaque palette. Voilà, c'est ce qu'on a pu mettre en place dans des chaînes du type pharma ou du type luxe ou du type tabac, par exemple. Voilà. Et puis les alertes, après, on peut en monter sur différents événements. Ça peut être, par exemple, des alertes sur les produits dormants. Plus de nouvelles depuis X temps sur un carton, une palette ou un item. Ou alors une séquence supply chain qui n'est pas conforme, ou en fait un produit qui se trouve dans un lieu auquel il ne devrait pas être, ou l'impérature des produits, ou en fait des alertes sur des traitements, ou aussi des produits qui doivent subir certaines vibrations au nettoyage. Donc on peut mettre tout ça sous forme d'alerte et d'être prévenu au plus tôt en fonction de règles d'alerte de cette nature-là. Voilà, et si on termine par les procédures retrait-rappel pour la Goods Traceability, la traçabilité des biens, là aussi, l'objectif est dans ces bases d'informations de récupérer en fait toute la chaîne de fabrication entre partir de matière première, semi-fini, produit fini, dans des niveaux, dans des nomenclatures multiniveaux, et pouvoir en fait à partir d'un produit, un coproduit dans un certain lot pour lequel en fait on a décelé un problème, pouvoir remonter la chaîne, donc remonter jusqu'au semi-fini. Là, c'est percevoir en fait que ce lot de produits finis est issu d'un semi-fini pour lequel on a utilisé 2 lots. Et ces mêmes semi-finis sont issus de matières premières, de différents lots. C'est ce qu'on va faire l'interrogation ascendante dans la nomenclature. Puis à partir de ces matières premières, de ces mêmes lots de matières premières, redescendre de nouveau et s'apercevoir au final que, par exemple, ce lot de matières premières qui est entré dans la composition de ce lot de produits finis, il a aussi été utilisé pour fabriquer ces autres lots de produits finis et permettre du coup d'organiser sa campagne de rappel pour retirer du marché non seulement ce lot numéro 1, mais aussi ces lots numéro 2 et 3 pour ce produit fini, mais aussi ce lot numéro 4 de cet autre produit fini. Voilà typiquement ce que, en interrogation ascendante et descendante, ce type de plateforme de traçabilité de produits va permettre de réaliser. Voilà, donc là je vais passer rapidement, mais c'est des extraits de fenêtres de vue sur nos écrans permettant de remonter ces chaînes de composants et composites, permettant de récupérer ce type d'effet et pouvant permettre ensuite de récupérer des informations sur les palettes contenant ces produits de tel lot impactés et pouvoir réorganiser sa supply chain pour remonter et extraire du marché ces palettes. Là, on récupère par exemple le SSCC des palettes qui contiennent des produits de tel lot qu'il faut retirer du marché. Voilà, j'étais un peu vite pour la fin, mais c'était ensuite pour simplement illustrer à quoi pouvait servir le fait de garder toutes ces informations-là sur ce type de plateforme.
Voilà, donc je vais m'arrêter là peut-être et je vais vous laisser la parole. Donc dans ce cas-là, donc je dois sortir, je pense, comme ceci. Voilà, et donc on peut faire un tour sur les questions. Alors, je vois les questions à l'écran ici. Jean-Pierre, il faut que vous mettiez arrêter le partage parce que sinon on voit en fait votre écran. Ah, d'accord. Arrêtez le partage, c'est... Au milieu, une petite bulle orange, violette, pardon. Marqué arrêter, hein, c'est ça, hein? Oui. Ah non, pardon, voilà ici, voilà, ça y est, pardon, arrêtez le partage, voilà, ça y est. Ça doit être bon maintenant, je pense. Alors, je vois, donc je lis rapidement les questions. Hein. Les hubs sont entièrement gérés par un programme. Est-ce que quelqu'un vérifie son fonctionnement derrière tout cela? Oui, ces hubs, c'est donc une application logicielle et une base d'information qui tourne sur une infrastructure. Ces infrastructures, nous, on utilise globalement des infrastructures cloud, hein, du type de celles proposées par Azure, par exemple. Hein. L'objectif est de proposer ces hubs d'information de manière à ce qu'ils soient disponibles avec le plus haut niveau de disponibilité. Hein, et ce type de plateforme est capable de nous proposer cette haute disponibilité pour ce type de plateforme. Hein. Quel est le niveau de maturité des solutions AutoID vis-à-vis de la supply chain? Quels sont les axes de progrès? Alors, je comprends, là, vous parlez de solutions AutoID au sens solution de capture du type code barre, RFID et autres. Les plateformes dont je parle hein, sont complètement agnostiques hein, vis-à-vis des technologies AutoID. Hein. Ces technologies AutoID sont là pour aider et faciliter la capture d'informations sur le terrain. Et ces informations ensuite sont redélivrées et reportées aux plateformes. Hein. Mais la plateforme elle-même n'est pas dépendante des solutions AutoID utilisées. Hein. C'est deux sujets certes liés, mais très largement indépendants. Hein. Et notre savoir-faire et notre objectif chez ZS, c'est de savoir aussi vous conseiller, ce que j'ai pas fait là aujourd'hui, hein, puisque c'était pas le sujet, mais de vous conseiller sur les meilleures technologies AutoID à utiliser pour, de manière à ce que les choses soient le plus aisées possible au niveau du terrain. Hein, et en particulier, par exemple, d'exploiter des moyens d'agréger l'information et, par exemple, des moyens à la lecture d'une palette de propager l'événement palette à tout ce que contient la palette. Hein. Lorsqu'on reçoit une palette, on va propager à tout ce que contient la palette le fait que tout ce qui est contenu dans cette palette a été reçu. Hein. On va propager l'événement jusqu'aux items, en fait. Hein. J'espère avoir répondu à cette question-là. Sur quel genre de technique peut-on mettre en œuvre pour assurer la non-falsification de l'identifiant des objets? Oui, là aussi, alors c'était là non plus pas vraiment le sujet, mais effectivement, je vous ai parlé de ces setups d'authentification. Donc, on utilise en fait des différents marquages, et pour un marquage étiquette, hein, on parle de technologie overt et covert. Hein, overt au sens où ça peut être vu par un humain, covert au sens où c'est pas vu, où il faut utiliser en fait un moyen externe, hein, par exemple une lampe ultraviolette pour récupérer une information lisible que par ultraviolet, par exemple, hein, et on utilise voilà, ce type de technologie hein, inclus dans une étiquette qui permet d'apporter un marquage qu'il est très difficile de falsifier. Et on travaille aussi sur empêcher la falsification par un codage aussi, par le fait que le contenu digital du code contient certaines informations qui sont cryptées et que seule une application dédiée d'un inspecteur pourra décrypter et pourra donc authentifier de cette manière-là. Donc là aussi, beaucoup de choses à dire et beaucoup de technologies différentes. Hein.
Proposez-vous déjà l'authenticité par identification au niveau de la structure moléculaire pour faire un ID unique? L'article pour le luxe, c'est l'inscrire sur le blockchain. Hein. Alors, la blockchain est typiquement le moyen de bloquer dans une chaîne. Hein. Effectivement, c'est ce type de plateforme. Cette plateforme de traçabilité, soit elle est au sein d'un acteur principal, hein, et donc c'est sa chaîne à lui. Donc, à la limite, j'aurais tendance à dire qu'il n'a pas vraiment besoin de la bloquer puisque c'est lui qui la contrôle. Maintenant, effectivement, on peut mettre ces plateformes dans une blockchain où en fait chacun va intervenir et apporter sa pierre et cette pierre à l'édifice, elle est bloquée dans une chaîne du type blockchain. Hein, il n'y a aucun souci aussi. Structure moléculaire, par contre, j'ai peur de ne pas comprendre cette information, si ce n'est faire référence à un moyen d'ajouter un ID spécifique, là aussi du type bulle, hein, comme on connaît. Hein, en fait, on génère en fait une sorte d'image sous forme de bulle, par exemple, hein, qui ne peut être générée qu'une seule fois. Là aussi, il s'agit de technologies d'authentification qui sont un petit peu au-delà du sujet de cet atelier. Qu'en est-il de la gouvernance? Est-elle partagée entre tous les acteurs? Oui, cette gouvernance, les règles de gouvernance sont définies et imposées par l'opérateur principal de cette plateforme, hein, qui va imposer cette gouvernance à ses partenaires. C'est comme ça que, par exemple, je pense à deux de nos gros clients dans le retail, hein, quelqu'un comme Marks & Spencer par exemple, hein, ou comme Intermarché dans le sud de l'Europe, hein, qui a imposé au travers de cette plateforme le moyen aussi d'imposer ses règles de gouvernance à ses partenaires, hein, ses fournisseurs en particulier, de manière à avoir au travers de cette plateforme en fait le juge de paix, entre guillemets, de ce qui s'est réellement passé, permettant à nos clients, à quelqu'un comme Marks & Spencer, de pouvoir sortir de ces dashboards, de ces informations, des éléments factuels qui lui permettent de mener les entretiens réguliers qu'il a avec ses fournisseurs et voir avec certains, comment améliorer leur service en tant que fournisseur, par exemple. Donc là, il est vrai que cette plateforme aide à matérialiser la gouvernance et la bonne marche et la qualité des services que l'on attend.